Vous avez l'intention de développer un produit digital? Un site? Une application? Un espace connecté? Oui, mais vous ne savez pas par où commencer. Inspirez. Vous aider à vous repenser, à innover et à conduire le changement en douceur? C'est l'objectif de l'interview objective. Partez avec nous à la rencontre de professionnels qui ont surmonté ce défi. Découvrez comment ils ont conçu, designé et fait la promotion de leurs produits digitaux, en interne comme en externe. Expirez, c'est parti. Eric, bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette interview objective saison 2, orientée autour des méthodes de travail sur des projets et des outils digitaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Éric Besançon, j'ai 55 ans. Je suis de formation ingénieur informaticien. J'ai eu dans mon parcours, si je le refais très rapidement, on va dire, 2 expériences qui ont été importantes. Il y en a eu une à Canal+, donc j'ai fait partie des équipes de Canal+ Technologies à l'époque où Canal+, dans les années 2000, quand il se lançait dans le numérique, dans la télévision numérique. Donc j'ai fait beaucoup de projets chez Canal, dans le cadre de cette transformation numérique, qui m'ont assez structuré en termes de méthode de travail, c'est-à-dire que j'avais appris, moi, la méthode de projet dite classique, cycle en V. Et du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de gros projets à faire avec cette méthode-là. Et le résultat, c'est qu'à la fin, je sentais que c'était pas forcément la meilleure méthode pour développer des applications informatiques. Et du coup, je me suis assez rapidement après formé sur les pratiques agiles. Ça a été un vrai changement de paradigme pour moi parce que j'avais pas du tout envisagé qu'on puisse imaginer de faire un projet avec des pratiques qui sont très, très contraires à ce que le cycle en V nous demande de faire a priori. Et du coup, voilà, j'ai commencé à travailler là-dessus. Très vite, j'ai fait moi-même, je me suis formé sur Scrum. J'ai fait moi-même beaucoup de projets. J'ai été chef de projet, responsable d'équipe à l'époque chez Canal. Donc, j'ai fait beaucoup de projets en agile pour expérimenter la méthode. Et j'ai eu la chance de rencontrer un coach aussi qui m'a aidé pendant plus d'un an sur ma posture en tant que manager agile, on pourrait dire. Donc ça m'a beaucoup aidé dans le fil de ma carrière. Et puis j'ai fini par partir de Canal avec l'intention de justement d'être coach et formateur agile, puisque j'avais acquis une certaine expérience et que j'étais prête voilà, à la transmettre aux autres entreprises, aux autres équipes. Donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Et puis dans une des missions que j'ai eues voilà, en tant que consultant agile, je me suis retrouvé au Crédit Agricole CIB, donc la banque d'investissement du Crédit Agricole, dont je fais partie aujourd'hui et depuis 10 ans, puisque à la fin de ma mission, ils m'ont proposé de rejoindre leurs équipes. Ils étaient en pleine transformation agile, donc ils avaient vraiment l'usage de plusieurs coachs. On a été plusieurs coachs à être engagés à ce moment-là, recrutés, de manière à pouvoir continuer dans des bonnes conditions la transformation agile qui s'opérait chez Cassib en 2010, donc il y a 10 ans. Et voilà, donc ensuite, pour parler un tout petit peu de ça, chez Cassib, j'ai fait un parcours où j'ai fait donc beaucoup de formation et de coaching sur l'agile dans les équipes projets de Cassib. Puis moi-même, à un moment donné, j'ai senti le besoin de devoir faire un projet important chez Cassib, pour voir justement si ce que j'essayais de transmettre fonctionnait bien dans le contexte de cette entreprise-là, qui est quand même une entreprise particulière. Enfin, c'est le monde de la banque et là, la banque d'investissement. Donc, c'est vrai que j'étais assez loin des problématiques d'entreprise ou de la culture d'entreprise plutôt de Canal+. Du coup, j'avais besoin d'expérimenter, donc j'ai fait un gros projet stratégique là, chez Cassib, dans le département des risques pendant 3 ans, ce qui m'a permis de comprendre aussi certaines choses et d'apprendre encore un peu plus sur quelle méthode de travail, dans quel contexte, avec quel environnement, avec quel client. Et tout ça n'ayant pas une réponse immédiate. Ça demande vraiment à être regardé de très près. Et puis voilà, après cette expérience-là, c'était donc il y a 5 ans, j'ai été recruté par un manager de Cassib qui démarrait un département d'innovation
Et donc là, j'ai commencé à faire beaucoup d'innovation. J'ai fait des campagnes d'innovation, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'idéation de manière à pouvoir générer des idées. Et puis ensuite, j'ai commencé à accompagner les équipes projets sur ces idées, ces idées innovantes pour Cassib. Euh, et voilà, j'ai continué dans ce type d'accompagnement. Donc, là où j'étais avant plus dans l'accompagnement des projets, de la réalisation des projets, je me suis retrouvé plus à accompagner finalement la conception des produits. Et c'était une partie que je connaissais un peu moins bien, sur laquelle je me suis formé et qui m'a beaucoup plu. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez créatif. J'aime bien créer. Et du coup, je me suis vraiment bien retrouvé dans l'univers de l'UX et de la UI, hein, de tout ce qui va permettre d'optimiser les expériences des utilisateurs sur les produits qu'on développe. Du coup, il y a 2 ans et demi, j'ai fondé une équipe. On ne me l'a pas demandé, mais j'ai pris la décision de le faire quand même. Je pensais que c'était quelque chose qui était... je voyais qu'il y avait un besoin dans la banque et je me disais que moi, avec quelques designers, on était capable de satisfaire ce besoin. Alors moi, je ne suis pas du tout designer, hein, donc je m'occupe simplement de manager cette équipe et de tout, finalement, d'aller chercher les clients aussi, hein. Je fais un rôle d'avant-vente aujourd'hui dans cette équipe. Donc, il y a une équipe qui s'appelle Pure Pixel. Et on est aujourd'hui, voilà, il y a 5, bientôt 6 designers. Plutôt, alors il y a la moitié de juniors, la moitié qui sont un peu confirmés, avec lesquels on répond aux demandes des métiers de notre banque sur leurs applications, soit dans le cas d'une opération de design d'une nouvelle application, soit aussi beaucoup dans le cas de refonte d'applications. On va redesigner les applications des métiers. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui et je suis très content. On a maintenant une méthode qui fonctionne bien. On s'est procuré les outils dont on parlera peut-être tout à l'heure, les outils qui nous conviennent et qui nous permettent de travailler dans des bonnes conditions. Et du coup, je crois qu'on délivre une valeur intéressante pour la banque aujourd'hui. Voilà, bien sûr, ça va demander à être développé, mais on est très content aujourd'hui de là où on en est. Merci, sympa. On voit un peu le parallèle avec Limpide, hein. C'est une agence interne, enfin un studio, une agence au sein du groupe. Et notre méthode Limpide, nous, elle est posée en 4 temps, avec d'abord la mesure, ensuite la définition, le design et la promotion de l'expérience. Et, euh, et aujourd'hui, vous, comment est-ce que, au sein de vos projets, vous mesurez l'expérience pour une refonte, par exemple, avant de passer aux étapes suivantes? Oui, alors effectivement, hein, on retrouve les 4 étapes, même si on les appelle pas de la même manière, et puis qu'elles sont peut-être, nous on en a 5, mais bon, tout ça évidemment se recoupe. Il n'y a pas 10 000 manières de concevoir des produits. Et du coup, je me retrouve tout à fait dans ce que Limpide utilise comme méthodologie. Donc nous, la partie mesure, elle se fait j'ai envie de dire, en 2 temps. Il y a d'abord tout ce qui va être la prise de contact, enfin moi ce que j'appelle la prise de contact du client et de ses utilisateurs. Donc on peut être contacté parfois directement par les métiers, parfois par l'IT qui a eu vent que du design était possible maintenant chez Cassib et qui ont un questionnement peut-être par rapport à ça. Donc ça nous vient de différents endroits. Et là, dans la partie un peu, la première partie pour moi, la prise de contact, ça va vraiment permettre de comprendre qu'est-ce qui a motivé finalement ce besoin de passer par du design. Ça, c'est très important pour moi que je comprenne, enfin pour mon équipe bien sûr aussi, hein. On est là ensemble, généralement on fait quasiment tout de manière collaborative, on n'est souvent jamais seul sur un projet. J'en parlerai peut-être tout à l'heure ça. Du coup, c'est vraiment important pour nous de comprendre voilà, qu'est-ce qui a motivé le fait qu'on veuille faire du design. Est-ce que juste le projet avait de l'argent et se disait, bah, tiens, ça serait pas mal que ça soit joli, alors on va demander à des designers. Parfois, c'est des gens qui me connaissent directement, je leur explique pendant un déjeuner ce qu'on fait dans les projets et du coup, voilà, ça l'appelle à ensuite se demander, bah, tiens, peut-être que nous aussi, on pourrait utiliser ces services-là, ça a l'air intéressant. Ça a l'air vraiment d'apporter de la valeur aux utilisateurs, ce qui est quand même le but de tous ces produits. Et du coup, voilà, c'est dans cette prise-là on commence une phase de mesure dans laquelle on va essayer de comprendre quelles sont les grandes frustrations finalement des utilisateurs. Et alors, ça peut être, au départ, c'est un petit peu fouillis. Alors, on pourrait dire, on fait ça sous forme d'interview, mais on ne fait pas des interviews dans le sens où on se retrouve avec une personne et on discute pendant 40 minutes avec elle, avec une grille de questions préparée. On n'en est pas là, si vous voulez. On n'est pas encore assez industrialisé pour faire ça.
Par contre, on fait des réunions avec les utilisateurs, un peu informelles justement, mais pour essayer de garder justement cet aspect un peu direct et spontané. Et on essaye de capter à travers ces échanges vraiment ce qui nous semble être, nous, les raisons essentielles qui font qu'on va être amené à faire du design avec eux. Et c'est ça qu'on essaye de capter. On capte vraiment cette ambiance, ce questionnement de fond, ces petites remarques que certains utilisateurs vont faire au détour d'une phrase, qui vont nous apprendre beaucoup sur où est-ce qu'ils en sont de leur frustration par rapport à cette application. Voilà, et donc ça, pour nous, c'est notre première phase. C'est comme ça que je dirais qu'on traduit finalement ces échanges en espèce de besoins, vraiment de besoins utilisateurs dans ce qu'on va leur présenter, ce qu'on va faire avec eux. Et puis, je pense qu'aussi, très vite, nous, on fait généralement 1 ou 2 réunions comme ça, où non seulement on présente notre démarche, mais aussi on essaye de faire, comme je viens de vous dire, de capter finalement un peu le contexte autour de ce travail, de cette mission qu'on va nous proposer. Et ensuite, dès les premiers ateliers, on continue en fait à capter cette frustration quand on travaille sur des parcours actuels. Les parcours qui, par exemple, dans le cas d'une refonte d'une application, que les utilisateurs utilisent une application et qu'on va la refondre, qu'on va la redesigner, bah évidemment, là, c'est plus classique, mais on va partir sur du customer journey, et puis on va faire les parcours de ces utilisateurs, et on va leur demander, enfin, avec eux, on va les accompagner pour qu'ils puissent nous livrer leurs ressentis aux différentes étapes, de manière à ce qu'on puisse dégager les endroits qui ont besoin d'être vraiment redesignés avec attention pour prévoir et subvenir à aux besoins de ces utilisateurs qui n'ont pas envie de passer un mauvais moment à ces étapes, pendant ces étapes-là. Donc on le fait, je dirais qu'on le fait un peu dans les deux, un peu en avant-vente, quand on capte un peu les premières idées, les premières réflexions des utilisateurs, et puis très vite dans les premiers ateliers qu'on fait, hein, généralement on en fait quand même 4 ou 5. Selon les projets, c'est variable, hein. Il y a des projets où on en est à 10, il y a des projets où on n'en va faire que 1 ou 2, mais en général, on est quand même autour de 4-5 ateliers de story mapping, hein, donc de customer journey. Et là aussi, on capte énormément de besoins, de frustrations, d'idées, voilà. C'est assez intéressant. Du coup, vous liez beaucoup l'étape, si je peux parler avec notre méthode, mesurer et définir. C'est-à-dire qu'on vient même pendant la phase d'idéation, d'atelier, récupérer de l'information. Et du coup, justement, sur cette phase de définition, vous parliez de 4 à 10 ateliers. Comment se passe justement cette phase de définition en atelier? Vous les réalisez peut-être à distance maintenant, vous utilisez peut-être des outils. Comment vous définissez avec vos clients internes l'expérience que vous allez projeter? Alors, la manière dont ça se passe, c'est qu'effectivement, on va demander d'abord, on va demander aux équipes, alors généralement c'est les équipes métiers, parfois les équipes IT, mais c'est souvent les équipes métiers qui nous demandent et avec qui on se retrouve en contact. Et on va leur demander voilà, on va leur dire, maintenant on va travailler sur les ateliers, on veut travailler avec vos utilisateurs pour comprendre vraiment le parcours, l'expérience qu'ils aimeraient avoir dans ce produit qu'on est en train de designer pour vous. Et pour nous, c'est hyper important d'avoir ce contact avec les utilisateurs. Alors, c'est un peu du bon sens ce que je veux dire, mais c'est pas si évident que ça pour avoir discuté avec des gens qui font un peu la même chose dans d'autres entreprises. Je sens bien que parfois, on est contraint, on n'a pas le temps de les avoir, ou ils n'ont pas le temps de consacrer à ça, et on préfère construire quelque chose et ensuite leur montrer. Et du coup, pas toujours si simple d'avoir les utilisateurs à portée de main. Et moi, je fais vraiment à chaque fois que je discute avec les sponsors métiers, je leur explique que c'est indispensable pour faire le travail qu'on doit faire, de les avoir au moins une fois, ne serait-ce qu'une fois, et qu'après, on puisse éventuellement au moins communiquer avec eux par mail, de manière à leur donner des exemples de prototypes d'écran sur lesquels ils pourraient réagir, par exemple. Donc ça, pour moi, c'est très important. Donc les utilisateurs, vraiment, c'est avec eux qu'on veut travailler. Et pas juste les product owners, les sponsors, même éventuellement les métiers derrière avec les IT. Ils ont beaucoup de connaissances sur le produit, et cette connaissance, il faut qu'on la capte aussi. Mais ce qu'on a besoin d'avoir d'abord, on doit travailler sur l'expérience de l'utilisateur, donc on a besoin de les avoir autour de la table. Alors après, vous parliez des conditions du confinement. C'est sûr que nous, on fait comme tout le monde. Maintenant, on fait des ateliers, on n'aime pas bien, mais on fait des ateliers en visio. Alors, on a 2 outils qu'on utilise, 3 outils, on va dire, qu'on utilise chez Cassib. Il y en a un qui est en train de se faire
qui est en train de passer par un processus de conformité, parce que vous savez que dans la banque, c'est un sujet très important, la conformité. Donc déjà, toutes les applications SaaS, ça peut poser des tonnes de problèmes vis-à-vis de notre conformité, de notre département de conformité et des règles qui vont avec. Donc nous, on utilise Klaxoon, Mural et Ayobeya aussi. Ayobeya étant celui qu'on utilisait en premier, qu'on a un petit peu lâché maintenant, et on est plutôt sur des murales ou du Klaxoon. Klaxoon devrait normalement être le produit finalement cible pour faire ce genre de choses chez Cassib. Mais pour l'instant, comme on ne l'a pas encore, on se partage entre Mural et Klaxoon. Voilà, qui sont des outils assez pratiques en fait, hein, pour faire ce genre d'atelier où on essaye vraiment, encore une fois, c'est un recueil, c'est vraiment un recueil de besoins, de ressentis, d'idées que vont nous livrer les utilisateurs et qu'on va essayer de capter du mieux qu'on peut. De notre côté, nous, on utilise Bicast, qui est un peu Ah, je ne connaissais pas, ouais. C'est assez proche de Klaxoon. Et c'est vrai que c'est des outils qui sont quand même bien pour animer à distance, parce que ça permet de garder les gens captifs. C'est très dur d'animer un atelier. Et nous, ce qu'on a mis en place aussi, c'est qu'on a raccourci nos ateliers. Là où on était sur des demi-journées assez costauds en présentiel, en fait, 4 heures de visio, c'est un peu long. Du coup, on a divisé les ateliers en plusieurs petits ateliers pour que ce soit plus digeste et qu'on ait les gens qui soient plus concentrés aussi. Et donc là, on a commencé à évoquer les outils, les méthodes. Sur la partie design de l'expérience, comment est-ce que sur vos projets, vous designez l'expérience pour vos produits digitaux? Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire il y a une manière un petit peu, on va dire, unique de designer une fois en imaginant qu'on ait défini les personas, donc les types d'utilisateurs et les parcours qui vont avec. Nous, on essaye d'avoir ces éléments en sortie de nos ateliers, hein, de nos 4, 5, parfois plus ateliers. Alors on est comme vous, hein, on a tendance à les découper, hein, donc ça en fait plus que ça de sessions. On fait des sessions d'1 heure à 2 heures. Et évidemment, c'est beaucoup plus supportable par rapport à la visio. Donc, on fait ça aussi, nous. Et ce qu'on essaye de faire généralement, c'est que quand on a toutes ces customer journées et ces personas, on va avoir un travail dans l'équipe et qu'on fait généralement à plusieurs, où on va essayer de recouper en fait dans les différents parcours des différents personas. Quand on en a plusieurs, hein, quand on en a 4, un peu plus vite. Mais là, on a un exemple, par exemple, en ce moment, où on a 4 parcours différents qu'on est en train de formaliser. On vient de finir quasiment les ateliers. Je pense qu'il y en aura peut-être encore un pour faire valider que les parcours sont les bons, qu'on a bien identifié tout ce qu'il fallait. Et on a 4 parcours qui sont très différents sur une même application. Et du coup, la problématique qu'on n'a peut-être pas tant l'habitude de faire que ça, et c'est celle-là que j'ai envie de parler aujourd'hui, parce que sinon ça se fait de manière assez naturelle, c'est comment on arrive à faire à partir de ces 4 parcours une interface unique, parce qu'on ne va pas faire 4 applications pour chacun des personas. Et donc ça nous pose toute une problématique je dirais, de méthodologie, où on va essayer, enfin notre idée pour l'instant, c'est d'imaginer vraiment en wireframe les écrans qu'on pourrait avoir ou que les utilisateurs aimeraient avoir en fonction des parcours qu'on a définis sur les différentes étapes de leur parcours. Pour les 4, on fait vraiment 4 fois cet exercice. Et après, on essaye de faire un mix de OK, cet écran-là, il est utilisé dans la deuxième étape. On voit que c'est quasiment le même que celui-ci de l'autre persona qui est utilisé dans la première étape. Est-ce que là, il y a peut-être moyen de faire un raccordement intelligent et de présenter, de sentir en fait cet écran-là, oui, il va faire partie de la structure de notre site parce qu'il est essentiel et il est commun presque à tous les parcours. Et donc, on va vraiment travailler avec cette dynamique d'essayer de recouper au maximum sans pour autant sacrifier l'expérience des utilisateurs dans les différents parcours, même si parfois il y aura des choses qu'on va être obligé de mettre ensemble, parce qu'encore une fois, on ne pourra pas faire un écran pour ce type de persona et puis un écran pour celui-ci. Ça sera quand même quelque part, ça peut être des écrans un peu différents, mais ils vont quand même se structurer de la même manière. L'application sera unique, donc elle sera structurée toujours d'une manière unique. Et ça, ça pour nous, c'est intéressant. Alors, Pardon, on avait une problématique assez similaire sur un projet et c'était assez intéressant parce qu'on était justement avec ces différents personas, mais certaines fonctionnalités n'étaient pas utiles à tous. Oui, bien sûr. On avait les mêmes écrans.
Par contre, on avait joué sur l'arborescence où Mhm. on n'avait pas forcément les mêmes menus, les mêmes choses qui s'affichaient, mais en partant du même socle, en adaptant quand même pour chaque parcours. Ouais, bah écoutez, on en est là sur ce projet, on est en train de faire ce travail, c'est passionnant parce que ça demande vraiment à se poser la question entre comment je peux faire finalement un écran qui est sous-tendu par tous ces cas d'usage et en même temps par tous ces parcours et en même temps ne rien sacrifier à l'expérience. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on se dit, c'est l'ordre dans lequel ils vont être proposés à l'utilisateur selon son parcours sera différent. Et peut-être qu'à l'intérieur d'un même écran, on va avoir des focus sur des zones qui ne seront pas les mêmes non plus. Et on en est là de notre réflexion, et c'est assez logique et cohérent. Mais je pense que pour nous, on est en train de gagner en expérience sur ce genre d'application. Alors, je pense qu'il y a un type d'application dans la banque pour lequel cette méthode marche très bien, c'est tout ce qu'on appelle, nous, les référentiels. Parce que par nature, un référentiel, c'est une application. En gros, c'est une énorme base de données. Donc nous, par exemple, on a la base de données de tous nos clients ou de toutes les boîtes avec lesquelles Cassib a dealé. Donc il y en a, vous voyez, c'est peut-être 20 000, 30 000 noms d'entreprises qui sont rangés avec des tonnes d'informations. Et quand je dis des tonnes, c'est que chaque entreprise, elle a peut-être 200 attributs. Donc vous voyez, c'est des énormes bases de données. Et la question, c'est si on offre une base de données avec une barre de recherche et qu'on dit allez-y, trouvez vos trucs et puis faites ce que vous avez à faire, on ne répond pas en fait à l'expérience utilisateur parce que chacun va avoir des besoins différents pour aller chercher ses données clients et parfois très, très différents. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que sur ce type d'application très large, dans lequel finalement, si on ne réfléchit pas, on offre juste la base de données en mode je peux aller lire les informations et chercher les informations que je veux. À contrario de notre démarche à nous, qui va être quels sont les différents types d'usages qu'on peut faire dans ces scénarios-là, dans cette base de données, comment ça va se passer pour chacun, et essayer de faire le maximum de recoupement et de mettre cette intelligence collective vraiment au service du design pour pouvoir créer la meilleure interface possible. Alors, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous bouge pas mal en ce moment. Ouais. Et Oui, allez-y. en termes d'outils, justement, pour appliquer ces méthodes, vous utilisez, en termes d'outils pour appliquer ces méthodes, vous utilisez quels outils pour faire des prototypes UX et prototypes UI ou pour partager vos maquettes? Qu'est-ce qui est utilisé chez Alors, Cassib? ouais, alors chez Cassib, on était jusqu'à il y a quelques mois quasiment tous sur Sketch. C'est-à-dire que tous les designers de mon équipe, finalement, alors il faut comprendre que chez Cassib, c'est compliqué d'utiliser son PC parce qu'on a on n'est pas administrateur, donc on ne peut pas installer ce qu'on veut. Ils ne sont pas forcément rapides, ils n'ont pas forcément les bons écrans. Voilà, il y a tout un tas de complexités qui fait que j'ai demandé aux designers avec lesquels je travaille d'amener leur Apple, leur Mac, pour ne pas le nommer, parce qu'ils avaient tout dessus, ils avaient tous leurs outils, les Photoshop, les Illustrator, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai, mais quand même dans le domaine de la création, les ordi Apple sont quand même un petit peu plus, voilà, un petit peu plus. Enfin, je sais pas pour vous, vous me direz peut-être pour Nous, Limpide. on est 100% Apple. Ouais, vous êtes 100% Apple, ouais. Donc ça m'étonne pas tellement. Et du coup, j'ai pas voulu les obliger à vraiment à dégrader leurs conditions de travail en les forçant à être sur un PC Cassib. Donc on se débrouille autrement. Maintenant, ceci étant dit, donc on était sur Sketch parce que Sketch, c'est plutôt le logiciel qui est sur Apple et qui fonctionne très bien. Maintenant, depuis que on a grossi un peu, et donc du coup, la question a été, parce qu'on voulait pouvoir collaborer sur les projets. Et ça aussi, c'est une idée peut-être qui est un peu originale, j'en sais trop rien en fait, je me renseigne peut-être pas assez, mais dans le milieu du design, on a un peu toujours l'impression, on va mettre un designer dessus, il va faire le boulot, et puis ensuite, ça sera bon, et puis on va travailler avec lui, et tout ira bien. Moi, j'essaie vraiment sur tous les projets qu'on a dans notre équipe de mettre deux designers à chaque fois, d'avoir des équipes en fait qui travaillent en binôme, voire parfois en trinôme sur des gros projets. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que déjà, ça les fait eux-mêmes se challenge mutuellement pendant la création et le prototypage notamment, mais pendant les parcours aussi, hein, pendant tout le temps en fait. Et c'est très, très stimulant et challengeant pour eux. Et puis ensuite, ce qui est pas mal, c'est qu'ensuite, comme les pairs changent souvent, on se retrouve à partager des pratiques qu'on a eues sur un projet pour le mettre sur un autre parce que c'était vraiment très bien en fait et que ça a très bien marché et ça donnait des bons résultats. Et donc du coup, ça permet de circulariser beaucoup plus facilement les pratiques qu'on a dans notre manière de gérer
les conceptions de produits et les accompagnements des développements des produits. Et ça nous aide beaucoup de ce point de vue-là. Mais par contre, la grande difficulté, ça a été, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit aussi, OK, mais quel outil on met en face de ça? Parce que pour le coup, Sketch ne répond pas vraiment aux besoins. Et du coup, on est allé vers Figma. Bon, avec Adobe XD, hein, Adobe XD, Figma et Sketch, je pense que c'est les trois aujourd'hui, les trois principaux outils de design, enfin pour un UX designer. Et du coup, on est allé sur Figma parce que Figma nous proposait vraiment, on a étudié ça un peu de près, et proposait vraiment des fonctionnalités de collaboration qui nous intéressaient beaucoup. Le fait que sur Figma, on puisse travailler à deux sur un projet. Là, je vois, j'ai une partie de mon équipe qui travaille sur un projet. Ils sont deux, ils ont construit leur Customer Journey Map. Ils les ont construits ensemble en interagissant vraiment, en mettant des petits bouts ici à droite à gauche. Et ça, c'est vraiment ultra efficace. Et ils m'ont dit qu'ils étaient très contents de pouvoir faire ça. Ils ne l'avaient jamais fait, en fait, avec aucun soft avant, quoi. Donc ça, pour nous, c'est une vraie avancée. Donc j'ai pris des licences, j'ai eu beaucoup de mal avec Cassib, c'était très compliqué, mais bref. J'ai fini quand même par avoir des licences Figma et on a une dizaine de designers aujourd'hui dans la banque qui sont dessus. C'est assez récent, hein, on est encore en train d'apprendre à l'utiliser et à l'utiliser de manière optimum. Mais voilà, on est très satisfait de Figma qui rend beaucoup de services de ce point de vue-là. Et après, en termes de prototypage, on retrouve les mêmes fonctions, hein, que sur Sketch et sur Adobe XD, hein. C'est juste qu'il faut que les UX se fassent la main dessus, mais ils n'ont pas beaucoup. Leur courbe d'apprentissage est pas très compliquée parce que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'ils font déjà. C'est proche. Nous, on a fait, on était uniquement sur Sketch jusqu'au premier confinement à peu près. Et pareil, maintenant, on est sur les deux. On est sur Figma et Sketch selon les projets. Et c'est vrai que cette fonction de collaboration, elle est assez intéressante. Et de toute façon, honnêtement, entre ces trois outils, donc entre XD, Figma et Sketch, Ouais. on en a un qui passe devant l'autre, qui repasse deuxième. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, ils se tirent un peu la bourre tous. c'est ça, les trois sont très performants et c'est en fonction de peut-être d'une mode ou d'une fonctionnalité qui sort chez l'un avant de l'autre. Et donc, c'est assez intéressant. Mais une fois que du coup, vous avez prototypé une expérience, vous avez une maquette, un POC, comment est-ce que vous assurez la promotion de l'outil ou du service en interne, ou enfin auprès de vos clients ou auprès des utilisateurs pour que le POC fonctionne et soit réalisé? Donc là, j'ai envie de prendre un exemple. Alors, juste avant, juste préciser, hein, nous, une fois qu'on a fait le prototypage, on a encore ces deux petites phases, mais qui sont dans la phase que vous venez d'évoquer, hein, la dernière phase chez vous. Nous, elle se redécoupe un peu en deux parce qu'on a vraiment une phase de validation, en fait, de notre design avec les utilisateurs. Là, on essaye, enfin, les sponsors, généralement, les utilisateurs, on essaie de les avoir aussi, mais là, c'est plus une étape de validation. Alors, c'est lié aussi, hein, au processus dans la banque. On a beaucoup d'étapes de validation régulièrement dans nos processus. Alors, forcément, on retrouve ça chez nous. Mais c'est quand même, pour moi, je trouve une étape importante dans laquelle on va vraiment venir dire, OK, ce design, peut-être, il n'est pas complet parce qu'il y avait 12 écrans, on en a fait 10, mais en gros, voilà, on a le design, maintenant, il est clair, il fonctionne. Graphiquement, il correspond à ce que voulaient les métiers. Généralement, on travaille aussi dans cette validation. Avant de valider, on travaille aussi sur un logo qui va permettre d'asseoir vraiment la marque du métier ou de l'application qu'on est en train de designer. Et on va vraiment faire cette étape-là. Pour nous, c'est important. Une fois qu'on a fait ça, souvent, ce qu'on propose, c'est d'accompagner les développeurs aussi dans la mise en œuvre. Alors, pas forcément la mise en œuvre de toute l'application quand on a une appli en ce moment là où il y a une trentaine d'écrans, donc c'est très compliqué, ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais moi, ce que j'essaie souvent, c'est de proposer au métier de faire un POC ou un MVP, plutôt des MVP d'ailleurs. POC, c'est quand on a des sujets vraiment très techniques, mais là, en design, on n'en a pas tant que ça, donc c'est plutôt des MVP dans lequel on va venir prendre des pages de l'interface, ou généralement une partie ou un customer journée complet, et qu'on va essayer d'implémenter avec les développeurs de la banque. Et nous, on va être là vraiment en support. Alors donc généralement, on essaie de mettre ça en agile, bien sûr, en itération, et on va venir vraiment, alors déjà d'une part, leur donner tous les assets dont ils ont besoin, hein, les fameuses, vous voyez, les layouts, les positions, les couleurs, les typos, les boutons, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui est sur des pages applicatives. Et on va aussi leur expliquer, parce que parfois ça ne suffit pas de leur donner ça,
Nous, on a des équipes qui sont à Singapour, qui développent de Singapour. Donc, on a besoin vraiment d'être très, très précis parce que parfois, avec la distance et les différents relais, l'information se perd. On aime bien être en contact direct avec les développeurs quand on peut. Parfois, ce n'est pas possible, mais enfin, en général, c'est possible. Et voilà, on met un designer, un développeur, il travaille 2 heures sur un écran ou sur une intégration de composants d'interface, et ils vont vraiment résoudre très rapidement tous les problèmes, et ça évitera des tonnes d'emails qui vont se balader entre Paris et Singapour et qui font perdre du temps finalement à tout le monde. Pour ça, nous, on Donc utilise un outil qui s'appelle Zeppelin, qui est Oui, pas mal. alors Zeppelin, on connaît. Alors nous, on est aussi là, on est en train de regarder un truc qui s'appelle Storybook, qui est aussi pareil, hein, qui permet. Alors nous, on ne fait pas le code encore aujourd'hui, mais ça, c'est un des projets qu'on a, c'est de pouvoir aller un peu plus loin et avoir des intégrateurs front dans mon équipe qui permettraient de livrer du code Angular ou du code front aux équipes projet, hein, du code qui puisse être utilisé dans l'intégration du design applicatif. Donc ça les intéresse beaucoup. Souvent, les développeurs nous demandent ah, tiens, est-ce que vous avez un peu d'Angular pour ce composant-là? Est-ce qu'on peut récupérer du code quelque part? Aujourd'hui, la réponse est non, donc on va changer ça. Et voilà, donc Storybook, c'est une manière de descendre, enfin de faire ces composants codés voilà, qui marchent très bien en parallèle de Figma, par exemple. Donc on se dirige vers ce genre de solution. Et puis pour terminer de répondre à votre... Ça, c'était pour redécrire un tout petit peu nos deux dernières phases, parce qu'après, effectivement, se pose, une fois que le MVP est fait et que le produit se développe complètement ou que le produit est complètement développé, se pose la question de savoir comment ce design va vivre et comment il va être... comment on peut essayer de capter finalement la satisfaction ou la non-satisfaction des utilisateurs. Et là, nous, on fait presque systématiquement ça. On a la chance d'avoir monté un RSE à Cassib, qu'on a construit d'ailleurs nous-mêmes, qui fonctionne par communauté, ou dans laquelle c'est tout simple, hein, c'est un peu comme un petit LinkedIn, mais beaucoup plus simple évidemment, ou un petit Facebook, qui permet de créer des communautés et de poster dans ces communautés, et puis ensuite de liker, de commenter, voilà. Et puis on peut mettre des pièces attachées, des visuels, voire des gifs animés. Donc voilà, tout ça marche très bien, et très utilisé aujourd'hui à Cassib. Ça fait 3 ans qu'on l'a sorti à peu près, 2 ans et demi, et il marche très bien. Et il y a aujourd'hui 200 communautés qui ont été montées, on a 5000 ou 6000 posts. Donc ça, c'est un bon endroit pour nous, pour aller mettre en œuvre ces campagnes de feedback, où on va essayer de voir, voilà, tiens, on a sorti telle application, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités? On va s'en servir aussi pour faire pour les mises à jour en fait, applicatives. On va utiliser des communautés qui sont dédiées à certaines équipes ou certaines applications, et qui vont permettre de jouer sur ah bah tiens, cette fonctionnalité elle est super, celle que vous avez rajoutée, tiens d'ailleurs, est-ce que vous ne pourriez pas aussi faire ça? Et du coup, ça vient nourrir les backlogs sur lesquels on travaille par ailleurs pour les équipes. Et donc, du coup, c'est très bien. Ça met une sorte de boucle vertueuse sur le feedback. Donc, c'est notre manière à nous de promouvoir le design et de récolter les feedbacks sur les designs qu'on peut faire pour nos métiers. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que les étapes test utilisateur, feedback sont mélangées avec la promotion. On est vraiment dans un cycle continu entre chaque étape. Oui, c'est ça. Absolument. Et après, j'imagine que vous utilisez aussi forcément votre sponsor métier, côté métier. Bien sûr. Bien sûr. C'est finalement lui qui va souvent aller poster les messages plus que nous. Nous, on va être là pour l'aider à mettre ça en place, parce qu'ils n'ont pas forcément le réflexe. Donc, on leur dit, voilà comment récupérer du feedback. Tu peux faire ça, c'est une bonne idée, ça marche bien chez nous. Parce que les 3/4 des gens de Cassib, ils vont sur Connect, sur notre outil RSE. Et du coup, c'est intéressant d'aller chercher là-bas de l'information. Et puis après, voilà, alors après, il y a une partie plus technique qui est tout ce qui est Google Analytics. Là, il faut que je regarde un peu Figma Analytics parce qu'ils proposent des choses aussi. Alors, ça peut être sur les fonctions de l'application, mais aussi sur le design de l'application. On peut recevoir aussi beaucoup de feedback automatique. Vous connaissez ça, je pense, très bien. Ouais. Sur quoi ils ont appuyé, quelles fonctions ils ont utilisées. Donc, tout ça, c'est vachement, c'est à mon avis essentiel aujourd'hui. Alors, on ne le fait pas encore beaucoup. Ça, c'est un truc qu'on pourrait être amené à développer. Il y a 2 choses qu'on ne fait pas encore dans mon équipe. Enfin, 3 choses si on compte le code applicatif, le code front. OK, mais ça, il faut avoir des gens qui ont le profil. Ça, j'en ai pas pour l'instant. Il y a toute la partie l'exploration, vous savez, tout ce qu'ils appellent user research.
Ouais. Alors qu'on fait un petit peu, quand je vous disais tout à l'heure qu'on essaie de capter le contexte des applications et du design qu'on nous demande, des missions qu'on nous demande, on récupère un peu de ce contexte-là, mais on n'a pas vraiment, on va pas, par exemple, on pourrait très bien, pour des applications pour les traders, aller passer une journée derrière un poste de trading, derrière un trader, voir comment il travaille, prendre des photos, regarder combien il a d'écrans, parce qu'il a beaucoup d'écrans, il a un setup très particulier. Ça serait sûrement hyper intéressant pour qu'ensuite on lui fasse une application qui s'insère tout à fait bien dans son petit écosystème. Alors ça, on ne le fait pas encore. C'est une des choses que j'aimerais qu'on développe parce que je pense que c'est très intéressant. Et voilà, on n'a pas trouvé encore de matière pour le faire, mais Et ça, on le fera pour le certainement un coup, jour. sur de l'innovation pure et dure, on trouve des choses vraiment intéressantes. Nous, on a dédié un de nos UX justement sur de la recherche en amont des Ah oui, ça. projets. Ouais. Là, on va même Ouais. pousser encore plus loin avec un recrutement qui arrive sur un doctorant en sociologie pour vraiment aller Ah, super. pousser cette étude, vraiment avoir de la matière vraiment intéressante et qui va peut-être même pousser l'innovation au-delà du digital. Donc ça, c'est des choses que nous, on ne fait pas aujourd'hui, mais vraiment, je pense qu'on peut trouver des territoires d'innovation Bien sûr. vraiment sympas, quoi. C'est clair. Non, non, mais ça, j'en suis persuadé. En fait, là, on parle parce que voilà, ça fait partie du décor. On parle d'applications informatiques, de sites web, d'applications clientes, mais il est clair que pour moi, tout ce qu'on dit est applicable à finalement, n'importe quelle expérience, en fait. À partir du moment où j'ai une expérience, j'ai forcément un ressenti sur cette expérience, et à partir de là, il y a peut-être moyen que cette expérience soit améliorée en fonction justement de ce ressenti et de ce que j'ai pu vivre pendant cette expérience. Donc c'est pour ça que le design, moi, m'intéresse beaucoup, c'est que c'est ultra large en fait. C'est vraiment c'est applicable finalement, un peu comme j'avais un peu le même ressenti avec la méthodologie Scrum, avec la méthode Scrum, qui est applicable si vous voulez organiser votre mariage ou un voyage avec des amis, vous pouvez faire du Scrum, ça marche très très bien. C'est Ouais. parfaitement adapté. Et de la même manière, les concepts de design thinking sont adaptés à toute réflexion autour d'une expérience utilisateur, en fait, quelle que soit son expérience. Et ça peut être, je vais d'un point A à un point B dans ma ville, ça y est, on est déjà en train de parler de design. Je vais acheter mes croissants le dimanche matin, qu'est-ce qui se passe et comment ça pourrait être mieux, comment la ville pourrait améliorer mon expérience. Ça y est, on est en plein dans un projet de design. Donc c'est vraiment ultra large, et moi j'aime bien ces notions quand elles sont applicables dans beaucoup d'endroits, qu'elles ne sont pas simplement techniques ou informatiques. Donc c'est pour ça aussi que je pense que je me retrouve dans ces domaines-là, parce que ça touche à l'humain finalement plus qu'à la technologie. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est un très beau mot de conclusion. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion, à cette interview objective. Et j'espère que notre audience aimera le contenu qu'on leur proposera. Merci, Eric. Merci, je vous remercie. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors, convaincu? Vous avez l'ambition de changer le quotidien de votre entreprise en développant votre produit digital? En tant qu'agence, Limpide vous accompagne et vous forme au métier du product management. Contactez-nous.